Madame, monsieur, bonjour. Régulièrement classé premier ou deuxième au palmarès des meilleurs hôpitaux français, le CHU de Bordeaux fait partie des rares établissements à ne pas être déficitaire. À l'heure d'un nouveau projet de loi santé, à l'heure des déserts médicaux, quel doit être le rôle du CHU de Bordeaux? Philippe Vigouroux, son directeur général, est aujourd'hui l'invité de Dimanche en politique. Philippe Vigouroux, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de Dimanche en politique. Alors vous êtes un expert du système de santé français. Justement, comment va ce système aujourd'hui en France? On peut dire qu'il y a deux points de vue possibles face à une telle question. Un point de vue français et un point de vue de l'étranger. Du point de vue français, il y a beaucoup de choses à corriger et j'y crois profondément, notamment sur la coordination entre l'hôpital, que je connais encore mieux, et la ville. Mais on peut dire aussi que si on prend un point de vue extérieur, si on voyage un peu, on voit à quel point on a un miracle sanitaire en France où, quand on se présente chez un professionnel de santé, on nous demande notre carte vitale et non pas notre carte bancaire. Et ça fait une énorme différence. Si vous rapprochez ceci d'une grande qualité des professionnels, vous avez un des tout meilleurs systèmes. Les Français ne se rendent pas compte aujourd'hui de cet avantage que représente notre système, justement? Ils n'ont pas la conscience de cette valeur-là? J'ai l'impression qu'ils ne s'en rendent pas compte suffisamment. Quand ils passent à l'hôpital, ils considèrent qu'il est normal de sortir sans avoir quoi que ce soit à débourser. Mais on pourrait dire, après une greffe cardiaque, si vous êtes en France, vous revenez dans votre maison pour vous reposer. Si vous êtes aux États-Unis, vous revenez dans votre maison pour la vendre. Alors justement, c'est un problème peut-être français, c'est-à-dire qu'on ne sait pas combien coûte une intervention, un acte. Quand on quitte l'hôpital, on est soigné, mais on ne sait pas ce que l'hôpital a dépensé pour soigner le patient. C'est vrai, c'est un défaut du système actuel qui ne serait sans doute pas très difficile à corriger. Je pense que peu de femmes qui ont accouché savent combien a coûté l'accouchement. Justement 2440 €, c'est le tarif qui est facturé par l'hôpital à l'assurance maladie, puisqu'in fine, c'est l'assurance maladie qui paye pour un accouchement par voie basse non compliqué. Accouchement, un acte donc quotidien à l'hôpital. Pour une opération très lourde, les montants peuvent être considérables? Oui, par exemple, une greffe hépatique, qui est une opération évidemment d'une grande gravité, qui mobilise énormément de moyens, de compétences, d'organisation. Ça peut aller en fonction du niveau de sévérité jusqu'à 45 000 €. Et la personne qui a bénéficié de cette greffe revient chez elle sans jamais avoir su l'investissement de la société pour elle. C'est un choix de ne pas communiquer ou est-ce que c'est un oubli majeur? Parce qu'en fait, c'est important de prendre conscience de combien coûte un acte, une intervention, voire une vie sauvée. C'est important de savoir ce que cela représente. Je pense que c'est plutôt une erreur qu'un choix et qu'il suffirait que la chose soit organisée pour que chaque citoyen sache, à condition que ce soit assez rapidement après la sortie ou au moment de la sortie, quel a été l'effort de la société pour cette prise en charge. Alors on connaît bien les avantages de notre système, la qualité du système de santé en France. Pour autant, ne peut-on pas dire que le système s'est dégradé ces 10, 15 dernières années, que certains voyants sont au rouge? Tout ne va pas bien ou tout ne va pas si bien? Non, tout ne va pas si bien, c'est bien évident. Parmi les correctifs à apporter pour ce qui est du monde hospitalier, par exemple, c'est de travailler plus sur la prévention et pas simplement sur le curatif. Il faut plus prendre en considération dans notre système de santé le fait que l'on peut prévenir certaines maladies. Il ne faut pas les voir se développer ou des comportements individuels se poursuivre, alors qu'on sait qu'au bout, il peut y avoir un accident grave. Et là, c'est la médecine libérale qui est en première ligne et avec laquelle l'hôpital doit travailler. Est-ce que dans certains secteurs ou certaines situations, on parle beaucoup des déserts médicaux, on va en reparler, est-ce qu'on a été défaillant? Est-ce qu'on a négligé certaines situations? Certaines situations territoriales, voulez-vous dire? Oui, absolument. Oui, on peut le penser, c'est-à-dire qu'il y a un sentiment qui revient assez volontiers actuellement, en particulier où il y a beaucoup de débats en France sur le fait que selon l'endroit où l'on habite sur un territoire, on n'a pas les mêmes chances si on est atteint d'une maladie. C'est une réalité? C'est une réalité que l'on a combattue depuis quelques années en créant ce qu'on appelle des groupements hospitaliers de territoire qui, autour d'un hôpital pivot, font travailler ensemble les différents établissements publics, là, pour l'instant, pour optimiser le trajet d'un patient, faire en sorte qu'il soit bien pris en charge à tout moment. Mais il y a encore des efforts à faire et la loi le prévoit. Alors justement, Emmanuel Macron souhaite faire évoluer le système santé en France. Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, a présenté le 13 février un projet de loi santé.
Quelle est la philosophie de ce nouveau projet ? Eh bien, la philosophie, c'est un peu celle que vous évoquiez dans votre question, c'est-à-dire faire en sorte que, où qu'il habite sur le territoire français, chaque citoyen soit pris en charge de la manière optimale. Ça, j'ai envie de dire que les anciens présidents de la République, les anciens ministres de la Santé, depuis des années, ont tenté de régler ce problème-là. En fait, le problème s'aggrave. Je ne pense pas qu'il s'aggrave pour ma part. C'est ainsi que depuis 2016, ce qui est certes assez récent, avec ces groupements dont je vous parlais, nous travaillons les hôpitaux, les 10 hôpitaux de Gironde, à faire en sorte que la personne, par exemple, je vais vous prendre un exemple, la personne qui habite Blaye et à laquelle on a détecté un cancer à l'hôpital de Libourne, doit pouvoir avoir les actes clés à l'hôpital de Libourne, revenir pour ses chimiothérapies à l'hôpital de Blaye, et s'il y a un geste particulièrement lourd technique, venir au bon moment, voir les bons professionnels au CHU de Bordeaux. Donc, où qu'elle habite, la personne doit avoir les mêmes chances, et c'est déjà en œuvre, je pense. On va encore progresser avec les hôpitaux de proximité. Les chiffres indiquent qu'à l'heure actuelle, on est à un chiffre de 18%. Les territoires, en fait, les déserts médicaux représentent 18% du territoire et 9% des Français n'ont pas de médecin traitant. Ce sont des chiffres qui sont lourds et qui s'aggravent. S'ils s'aggravent, ce que vous me dites, je ne pensais pas qu'ils s'aggravaient, mais il faut absolument lutter contre ce phénomène. Et je crois que c'est deux des éléments clés de la loi qui est en préparation, qui s'appelle « Organisation et transformation du système de santé », faire en sorte que les soins soient au plus près de cette population qui se sent parfois abandonnée. Alors justement, dans cet ensemble où tous les personnels de santé sont concernés, mobilisés, quel doit être le rôle d'un CHU comme celui de Bordeaux, immense hôpital, immense machine, j'allais dire, on va redonner quelques exemples de fonctionnement, mais quel doit être le rôle d'un CHU comme le vôtre ? Alors déjà aujourd'hui, il a le rôle de coordonnateur des prises en charge optimisées, ces trajets de patients dont je parlais à l'instant. Donc en tant que CHU, mais surtout qu'hôpital support du groupement hospitalier de territoire. Et puis, il a un rôle de mise à disposition de tous, de son plateau technique, de ses expertises. Et cette mise à disposition, elle peut se faire bien sûr en disant aux gens venez au CHU, mais cette mise à disposition, elle peut se faire différemment. Par exemple, par la télémédecine, où d'ores et déjà des patients qui ont eu un pacemaker ou un défibrillateur implantable, ou qu'ils habitent en Aquitaine, en Nouvelle-Aquitaine, sont en lien direct, permanent, avec les services de cardiologie grâce à la télé-expertise. Alors vous parlez des choses qui fonctionnent bien et on va continuer parce qu'en effet, le CHU de Bordeaux, c'est 14 000 salariés. C'est ça, 14 000 salariés. C'est 1,2 milliard de chiffre d'affaires. Oui, on peut même dire, pour mieux faire comprendre le poids de ce chiffre, 3 300 000 euros par jour. Là, on perçoit encore mieux. On voit l'importance, en effet, d'un établissement comme le vôtre. Vous étiez premier au classement des hôpitaux publics français l'année dernière, deuxième cette année, donc ce sont d'excellents résultats. Qu'est-ce qui justifie ces classements? Qu'est-ce qui marche en fait? Qu'est-ce qui fait que vous vous retrouvez parmi les hôpitaux les plus en pointe en France? Bien, je crois que de longue date, c'est un hôpital qui a su recruter ses médecins, faire en sorte que les meilleurs viennent sous notre toit du CHU de Bordeaux, ce qui passe par la mise à disposition de plateaux techniques de qualité, de blocs opératoires optimisés, de plateaux de biologie, d'imagerie, mais aussi par un investissement très important dans la recherche, qui est un élément clé du succès d'un hôpital en général et plus encore d'un CHU. Justement, à Bordeaux, quels sont les thèmes en termes de recherche? Sur quoi travaillez-vous? On travaille sur beaucoup de thèmes, en particulier, si on devait prendre les thèmes principaux, en cardiologie, où nous avons, avec l'Institut hospital universitaire que dirige le professeur Aïs Saguer, une pépite mondiale qui travaille sur l'électricité cardiaque. Nous avons également des thèmes en cardiologie, je viens de le dire, mais en neurologie également, en médecine interne, en imagerie. Et cela veut dire que nous sommes très attractifs pour ces jeunes, brillants médecins qui veulent faire aussi de la recherche, ce qui est passionnant intellectuellement et scientifiquement, et qui viennent au CHU pour trouver cette ambiance et cette émulation. Alors, est-ce que les objectifs du directeur général du CHU que vous êtes sont les mêmes que les objectifs des médecins, des infirmières, des administratifs de l'hôpital? Est-ce que vous avez tous les mêmes objectifs? Vous devez faire fonctionner l'établissement, mais avec un certain budget. Oui. Est-ce que tout le monde a le même objectif? Est-ce que certains peuvent être victimes de certains choix? Alors, je vous dirais, c'est très important votre question parce que c'est l'occasion pour moi de vous dire comment nous choisissons, comment les grandes décisions sont prises dans un CHU comme le CHU de Bordeaux. L'instance principale de direction, pourrais-je dire,
Auprès de moi, comme directeur général, c'est le directoire. Le directoire, c'est un président du directoire, moi-même, et auprès de lui, 8 personnes, dont 5 médecins et un soignant. Ça veut dire et 2 personnels de direction. Ça veut dire que les choix principaux, ceux qui sont soumis et débattus en directoire, sont débattus par une instance qui est majoritairement médicale, contrairement à ceux qui se diffusent souvent. Donc, il n'y a pas de choix technocratique, il n'y a pas de choix administratif ou financier, il y a des choix de santé publique. Dans ce directoire, il n'y a pas de patients, en médecins. fait. Il n'y a pas la représentation des patients. Eh bien, j'allais y venir. J'ai élargi tout récemment, avec le directoire qui était unanime, j'ai élargi en faisant rentrer une personnalité qui est une représentante des usagers et qui est donc la représentante des usagers au moment où nous prenons les grandes décisions pour l'avenir de l'hôpital et son quotidien. Alors justement, pour évoquer ces choix, l'hôpital, le CHU de Bordeaux, pendant une dizaine d'années, a été déficitaire. Vous êtes depuis 3 ans à l'équilibre, même un petit excédent. Enfin, parlons d'équilibre. Ce qui est rare en France, la plupart des hôpitaux sont déficitaires. Comment arrivez-vous à cet équilibre au détriment de quoi? Ou de qui? Bien, au détriment de rien, je pense. Je vais vous expliquer. On pourrait dire c'est parce qu'on a supprimé du personnel. Pas du tout. Depuis 2016, nous avons créé 160 équivalents temps plein. On a supprimé des postes, on en a créé. La balance est de plus 160. Pareil, pour la seule année 2018, la dernière année, pour les médecins, nous avons créé 45 postes médicaux. Et pourtant, nous sommes à l'équilibre alors que nous continuons à investir. Pourquoi? C'est parce que nous travaillons sur l'organisation, sur le fait de ne garder dans un lit hospitalier les patients que dans le temps strictement nécessaire à leur bon traitement. C'est parce que nous faisons la chasse aux examens qui sont en doublon. Alors on va détailler ces mesures-là, elles sont très importantes. Tout d'abord, le tarif hospitalier, le tarif d'hospitalisation a augmenté pour le patient, il paye plus cher aujourd'hui? Ah non, le patient, non. Pas d'incidence sur la facture concernant le patient? Non, le patient reçoit alors 20 € par jour pour l'hôtellerie, qui sont très souvent pris en charge par leur mutuelle. Non, il n'y a pas d'augmentation de la prise en charge. C'est un effort accru de l'État et de l'assurance maladie. Est-ce qu'on peut dire aussi que tout ça est grâce à l'effort accru du personnel qui travaille sans aucun doute plus difficilement aujourd'hui, qui travaille dans des conditions extrêmement compliquées? Je crois qu'on peut le dire, et alors même que nous avons créé des postes, et pourquoi? C'est-à-dire qu'il y a encore peu d'années, pour une pathologie donnée, pour une prise en charge, la personne venait, par exemple, 4 jours et 4 nuits à l'hôpital. Maintenant, grâce aux efforts d'organisation qui ont été faits, et aussi aiguillonnés que nous sommes par la volonté des patients eux-mêmes qui n'ont pas envie de dormir trop longtemps dans l'hôpital, qui est forcément un peu inconfortable, aiguillonnés, nous avons raccourci les séjours. Mais ça veut dire aussi que dans ces lits en question, nous n'avons que des personnes qui ont des soins denses, lourds, et elles partent au bout de 24 heures ou de 48 heures, et elles sont remplacées par des personnes qui ont des soins denses et lourds. Il n'y a plus de ces personnes qui sont là en semi-convalescence dans un lit d'hôpital. Donc ça tourne pour les infirmières, ça tourne pour les médecins, et il y a une pénibilité accrue, j'en suis certain. On peut parler de souffrance pour le personnel de l'hôpital? Alors, il faut tout faire pour que cette pénibilité, cette nouvelle façon de travailler ne se transforme pas en souffrance, et c'est une de nos responsabilités au corps médical, aux responsables des services, des pôles, à la direction aussi, bien évidemment. Souffrance, est-ce que ce rythme qui s'accélère n'entraîne pas un risque supérieur d'accident? D'accident vis-à-vis des patients? Absolument. Alors, on ne l'observe pas, c'est le moins que l'on puisse dire. Est-ce que ça peut être une crainte? Est-ce que vous redoutez ou est-ce que les médecins redoutent tous les jours? C'est-à-dire que le rythme accru, le temps moins présent près des patients entraîne un accident, une surveillance moins sérieuse. Ça entraîne peut-être un stress supplémentaire pour tous ces professionnels qui sont compétents, très investis et qui veulent évidemment bien soigner, une crainte d'aller trop vite. Parfois, dans certains secteurs, ça nous est exprimé. Mais dans ces cas-là, on sait faire ce que l'on va faire là dans les prochains mois à la maternité où il y a une augmentation du nombre de naissances très importante. Nous allons mettre du personnel et nous avons recruté beaucoup de personnel, plusieurs dizaines en pédiatrie dans l'année 2018 qui s'est terminée parce que nous-mêmes, on a bien pris conscience en mesurant la charge de travail qu'il y avait une nécessité. On parle souvent également, lorsque l'on parle de la santé et des hôpitaux, d'actes médicaux redondants, c'est-à-dire des actes qui sont faits à différents niveaux de la chaîne et qui coûtent extrêmement cher, plusieurs milliards chaque année. Il y a une véritable conscience de cette situation. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes en mesure d'améliorer la situation? Et comment?
Oui, et quand vous me demandiez de vous expliquer pourquoi nous arrivions à être à l'équilibre alors qu'il y a une tension généralisée, c'est notamment pour ça, parce que nous évitons des examens redondants qui sont des sources de dépenses, et c'est le propos si on prend l'angle financier, mais qui sont surtout des sources de désagréments majeurs pour les patients qu'on faisait passer 2 fois dans un IRM ou à qui on faisait 2 fois des prélèvements pourquoi est-ce sanguins. qu'avant on le faisait 2 fois et qu'aujourd'hui on est capable de gérer mieux la situation? Il y avait un laxisme, une sécurité accrue. Quel est en fait le principe aujourd'hui qui permet d'éviter tout ça? Le principe, ou le meilleur cheminement? Oui, le système d'information, la communication, les échanges entre professionnels, à quoi nous nous attelons plus que jamais pour que les informations passent d'un système à l'autre et que lorsque le patient arrive, même en urgence, on ait ces examens sanguins ou ces éventuels examens d'imagerie et qu'on ne se croit pas obligé de les refaire parce que la personne arrive à l'hôpital. Ça, c'est un élément important. Vous parliez des urgences, justement. Le fonctionnement des urgences est-il encore gérable en l'état? On parle souvent d'une surchauffe aux urgences, dans votre établissement comme dans beaucoup d'autres. Est-ce qu'aujourd'hui, on est en mesure de trouver une solution acceptable pour que les urgences restent des urgences? Le volume a considérablement cru. Actuellement, on est à 135 000 urgences par an, ça en fait 350 par jour, urgences sur le CHU. Vous voyez le volume d'activité. Je vais prendre mieux l'exemple de la pédiatrie. Lorsque notre hôpital pédiatrique a été conçu il y a 20 ans et ouvert il y a 15 ans, lorsqu'il a été pensé, on l'avait organisé pour 12 000 passages d'enfants aux urgences par an. On vient de passer les 45 000. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose... Ce qui veut dire que les structures ne sont plus adaptées. Ça veut dire d'abord que les familles qui trouvaient il y a 20 ans le médecin traitant le soir à 20h pour voir l'enfant qui tout d'un coup faisait une éruption qui inquiétait tout le monde, n'est plus disponible et on le comprend tout à fait. C'est la façon de travailler en ville a changé et le déport vers l'hôpital se fait tout naturellement. C'est à nous de nous organiser et aussi à l'Agence régionale de santé et à l'État de faire en sorte qu'en amont de l'hôpital soient pris en charge en ville tous ceux qui n'ont pas véritablement besoin d'urgence parce que tout n'est pas urgent. Alors on parle beaucoup de cette problématique-là depuis des années. Le système, vous venez de le décrire. Oui. Les pistes, on le voit bien, pour autant la solution n'a pas été trouvée pour le moment. Et encore, dans les grandes villes, le système peut peut-être fonctionner, mais dans les villes moyennes ou dans les zones rurales, c'est tout à fait impossible. Détrompez-vous. Le meilleur exemple en France, il est en Nouvelle-Aquitaine. Et en Nouvelle-Aquitaine, il est dans les Landes. Le directeur général de l'ARS, de l'Agence régionale de santé, qui est le représentant de la ministre dans la région, le directeur général de l'ARS a mis au point une structure qu'on appelle une plateforme territoriale d'appui, qui est une plateforme d'écoute avec des personnels soignants, médecins également, auxquels tous les médecins des Landes confient, ou ne confient pas, mais la plupart ont confié les dossiers de ceux de leurs patients qui sont complexes à parcourir. Oui, c'est une expérimentation dans les Landes, on en a souvent parlé sur notre antenne, mais ça reste une expérimentation. Non. On pourrait prendre des exemples également en Lot-et-Garonne ou en Dordogne, où les situations sont très compliquées. Voilà, et la solution, on l'a, elle est dans les Landes. Il faut généraliser, c'est ce que vous voulez dire ? C'est ce qui est en cours. C'est ce qui est en cours par la volonté de l'ARS de généraliser en Nouvelle-Aquitaine. Et comme c'est une façon de travailler qui est observée depuis Paris, on peut espérer que ça soit généralisé. Et le signe en est que les urgences de l'hôpital de Mont-de-Marsan ont vu leur activité baisser. C'est-à-dire qu'en s'organisant en amont, en coordonnant les parcours de ces personnes, on leur évite un passage, toujours regrettable s'il n'est pas indispensable, dans les urgences de l'hôpital. Alors une amélioration dans les Landes à travers cette expérimentation, d'autres mauvaises nouvelles dans d'autres départements, dans notre région, les Pyrénées-Atlantiques, où certains services, faute de moyens ou de personnel, ferment. C'était l'exemple de la maternité d'Oloron-Sainte-Marie. Regardez ce reportage signé Élise Descartes. Depuis décembre 2017, la maternité d'Oloron-Sainte-Marie a fermé ses portes. Moins de 300 accouchements par an, manque de médecins titulaires sur place. L'Agence régionale de santé a préféré trancher dans le vif. Fin 2015 déjà, on avait aussi cette réalité de la démographie médicale. On savait que le seul praticien de l'établissement allait atteindre 70 ans. On n'avait pas de pédiatre. Donc on savait que les échéances arrivaient et c'est ce qu'on a voulu construire. C'est-à-dire pas cacher une réalité, mais justement la préparer, l'accompagner et pouvoir proposer une réponse vraiment la plus adaptée et qui est sans doute bien évidemment à consolider.
Désormais, les accouchements sont pratiqués à Pau, à plus de 45 minutes de route d'Oloron et à près de 2 heures des fonds de vallée. Le Haut-Béarn est un territoire enclavé mais dynamique, avec de grosses entreprises, des stations de ski. La fermeture de la maternité a confronté deux logiques. Financement d'une offre de soins de proximité d'un côté, confort des patientes de l'autre. De logique, nous dit Élise Descartes. Vous comprenez ce que l'on décrit dans cette situation et la difficulté pour les mamans qui veulent accoucher quand elles se retrouvent aussi loin? Sans aucun doute. C'est la grande difficulté de concilier proximité, celle que tout le monde souhaite avoir pour être pris en charge, et sécurité. Et là, s'il y a un domaine dans le système de santé où doit prédominer dans les raisonnements de façon absolue la sécurité, c'est bien la maternité, l'accouchement. Il faut absolument que si demeure une petite maternité, ça soit avec l'assurance qu'il y a à tout moment les médecins, les sages-femmes pour prendre en charge. Sinon, il vaut mieux fermer. Sinon, cette maternité est plus dangereuse. Sans aucun doute, sans aucun doute. Faut songer, une maternité qui fait moins d'un accouchement par jour, elle a besoin pour tourner au moins de 3 obstétriciens, de 6 ou 7 sages-femmes. Ça veut dire qu'à 10, ils feront un accouchement tous les 10 jours. Et une telle maternité n'est pas attractive pour des professionnels. Donc, parce que les chirurgiens aiment opérer et les obstétriciens aiment accoucher. Et quand c'est une fois tous les 10 jours, ils n'ont pas envie de travailler dans ces maternités. Vous parlez des médecins, je vais parler également de leur formation. Dans le projet de loi, Agnès Buzyn évoque également la formation des élèves médecins et notamment la suppression du numerus clausus. Il faut enfin réformer la formation des médecins en France. C'est votre sentiment? C'est mon sentiment, c'est en cours et c'est une réforme qui est très bien accueillie par les universitaires comme par les hospitaliers. On peut penser avec la suppression du numerus clausus que le nombre de médecins devrait augmenter de 20%, ce qui est très important. Mais ça veut dire qu'il faut être en capacité de former ces jeunes médecins, donc plus d'enseignants, des locaux. On a tout ça, parce que j'imagine que l'idée, elle est dans la tête de pas mal de personnes depuis pas mal de temps. Pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas fait avant? On est en mesure de faire face à cette surcharge aujourd'hui? Alors, pas forcément. Les amphithéâtres sont limités en capacité, les laboratoires de la même façon. Ils sont déjà saturés. Mais oui, et les sites d'exercice, de stage de ces futurs médecins sont même très sollicités. C'est pour ça qu'aucune des universités, à ma connaissance, n'ira très loin dans l'augmentation, mais que, globalement, on devrait être à peu près à 20% sur le territoire national. La solution paraît quand même assez compliquée à mettre en place. Ça veut dire aussi qu'il va y avoir un choix régionalisé en fonction des régions, des universités qui ont plus de besoins. On va former plus de médecins. Est-ce que c'est ça l'objectif? Les universités, plus de besoins, mais plus d'autonomie aussi dans la décision. Et c'est elles qui, en fonction des demandes de la population, des étudiants qui se présenteront, décideront des capacités de formation locale. Mais globalement, si ce n'est par région où je n'ai pas les chiffres, globalement, c'est 20% de médecins en plus dans notre système où on ne manque pas de médecins, contrairement aux idées reçues. On est, si on se compare aux autres pays, plutôt pas mal placé. C'est la répartition qui pose problème? Sans aucun doute. Ils ne vont pas là où on aurait besoin qu'ils aillent. Et alors, est-ce qu'il faut être autoritaire pour pouvoir imposer justement cette répartition ou non? Quel est votre avis sur ce point? Alors, je me garderai d'avoir un avis différent de celui de la ministre qui a dit que ce n'était pas l'ordre du jour d'imposer quelque destination que ce soit à ces médecins formés. On a parlé également dans ce projet de loi d'hôpitaux de proximité qui devraient être labellisés en fonction des compétences. Ça veut dire qu'en dehors de ces hôpitaux labellisés, il se passe quoi? Il y a quoi sur le territoire? On sera amené à aller dans ces hôpitaux uniquement ou sinon ce ne seront plus des hôpitaux avec des urgences? L'Aréole, par exemple, qui a perdu son service d'urgence il y a quelques mois. Je ne saurais pas parler de l'hôpital de l'Aréole en particulier, mais l'ambition est d'avoir des hôpitaux de proximité libellés et labellisés pour de la médecine, de la polyvalente, de la gériatrie, de la biologie, et qui soient en relation avec des centres plus grands pour avoir de l'expertise. Notamment, par exemple, le CHU de Bordeaux, c'est là où vous allez intervenir? Le CHU de Bordeaux, mais également un grand hôpital comme l'hôpital de Libourne, qui a un plateau technique très sophistiqué, qui peut intervenir pour tous les hôpitaux également de Gironde. Il nous reste 2 minutes dans cette émission. Un mot sur ce qui a été l'actualité de la semaine. Alain Juppé qui a décidé de quitter la mairie de Bordeaux pour rejoindre le Conseil constitutionnel. Alain Juppé, c'est également le président du conseil de surveillance du CHU de Bordeaux. Cette décision vous a étonné? Elle nous a surtout émus.
parce qu'on était très attaché au président du conseil de surveillance, M. Juppé. Moi, depuis 6 ans que je suis là, je l'ai vu présider tous les conseils de surveillance avec beaucoup d'intérêt, de passion pour le domaine de la santé en général et pour son CHU de Bordeaux en particulier, le signe ultime étant qu'il l'a mis dans son dictionnaire amoureux de la ville de Bordeaux. Autre actualité qui cette fois-ci n'est pas liée à la semaine, mais ces 3 derniers mois, le mouvement des Gilets jaunes en France et particulièrement à Bordeaux. D'ailleurs, vous l'avez vu de très près puisque le rond-point devant le CHU a été occupé pendant 3 mois. Est-ce que vous avez compris ce mouvement? Pourquoi est-ce qu'il était aussi puissant à Bordeaux? Pourquoi à Bordeaux? Non, je ne l'ai pas compris. Je ne crois pas que grand monde l'ait véritablement compris. Mais là, ce n'est pas mon domaine d'expertise à coup sûr. Mais par contre, ça m'a interpellé en tant que citoyen et aussi en tant que directeur d'hôpital parce que sur notre communauté de 14 000 personnes, il y a beaucoup, 45% des gens qui sont en catégorie C, c'est-à-dire qui sont rémunérés très bas. Une aide-soignante, c'est 1 525 € en moyenne en milieu de carrière avec toutes les primes par mois. 85% de femmes. Beaucoup de femmes seules avec enfants, elles ne peuvent pas se loger en centre-ville. Et pour vous répondre, on a pris il y a quelques mois des mesures au CHU ayant pris la mesure de l'ampleur de ce phénomène. Et on travaille avec la Caisse des dépôts et consignations Habitat pour favoriser l'accès à des logements en ville plutôt que loin de Bordeaux à ces personnes. Philippe Vigouroux, merci. C'est la fin de cette émission. Merci d'avoir accepté l'invitation de Dimanche en politique. Dans quelques instants, le flash de la mi-journée. Excellent après-midi. Merci.